La thérapeute divorcée de ma femme lui a conseillé d'entrouvrir notre mariage pour se redécouvrir. Infidélité. Profite bien du fric, ma chérie. Tout est faux. Si j'avais su que mon mariage se terminerait par un texto et un casse à la fausse monnaie, j'aurais passé moins de temps à recycler des canettes de coca et plus de temps à me préparer à la guerre. Mais avec le recul, tout est plus clair. Et à l'époque, j'étais juste Harry Ellis, 39 ans, directeur de l'usine d'embouteillage Coca-Cola locale dans notre tentaculaire capitale d'État, pensant que mes plus gros problèmes étaient de savoir si Tyler réussirait son algèbre et si Jenny avait besoin d'un appareil dentaire. Le matin où tout est parti en vrille a commencé comme n'importe quel autre mardi. Amanda était au comptoir de la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, chuchotant encore à Michel. Ces soirées entre filles étaient devenues régulières au cours des 6 derniers mois, depuis le divorce houleux de Michel avec son mari banquier d'affaires. Non, Jake a dit qu'il s'occuperait des arrangements à Miami, disait Amanda, le dos tourné vers moi pendant que je versais du café dans mon thermos. Le Pantouse a une vue sur l'océan et il connaît des gens dans tous les meilleurs clubs. Jake, ce nom revenait de plus en plus fréquemment ces derniers temps. Jake Sanderson, le nouveau Golden Boy de la ville, dirigeant une sorte d'entreprise de bien-être qui semblait impliquer beaucoup de réseautage tard le soir et de champagne coûteux. Le genre de type qui paie des tournées à tout le bar et qui a une histoire différente sur la façon dont il a gagné son argent selon la personne qui pose la question. « Bonjour, ma belle », dis-je en embrassant la joue d'Amanda. Elle tressaillit légèrement, s'éloignant du téléphone. « Oh, salut chérie. Michel et moi organisions juste un autre week-end. Tu sais à quel point j'ai besoin de ces pauses. » « Des pauses de quoi ? Me demandai-je. De notre confortable vie de banlieue. Des enfants qu'il adorait. De moi qui travaillais 60 heures par semaine pour nous maintenir à l'aise pendant qu'elle se cherchait, à 36 ans. Papa, tu peux m'aider avec mon projet de science. Jenny apparut à mon coude, son visage de 9 ans plissé par la concentration. Je dois faire un volcan qui entre vraiment en éruption. Bien sûr, ma puce. On ira à la quincaillerie ce week-end. Je lui ébouriffai ses cheveux blonds, notant à quel point Amanda avait à peine remarqué la présence de notre fille. Tyler s'est affalé dans la cuisine, l'attitude typique d'un ado de 14 ans et les cheveux en bataille. Maman, j'ai besoin d'argent pour le déjeuner. Et tu peux signer cette autorisation pour la sortie scolaire ? Amanda le repoussa d'un geste de la main sans lever les yeux de son téléphone. Demande à ton père. Je suis occupé. Le gamin m'a lancé un regard bien trop entendu pour quelqu'un de son âge. Allez, papa. Réglons ça. Alors que je signais l'autorisation et que je tendais un billet de 20 à Tyler, je le surpris en train d'observer Amanda avec la même lassitude que je ressentais ces derniers temps. Les enfants remarquent tout, même quand on pense que non. Après que les enfants soient partis à l'école et qu'Amanda ait disparu à l'étage pour sa séance de yoga, qui semblait comporter beaucoup plus d'appels téléphoniques que d'étirements réels, je me suis assis dans mon bureau à la maison, fixant notre coffre-fort. C'était un cadeau de mariage des parents d'Amanda, les Bellets, accompagné d'une leçon sur la responsabilité financière qui était en réalité un code pour « Nous ne faisons pas confiance à ton mari col bleu avec le fond en fiducie de notre fille ». Le coffre contenait notre argent d'urgence, des documents importants, et une petite police d'assurance que j'avais mise en place il y a des mois, quand le comportement d'Amanda avait commencé à devenir étrange. Vous voyez, j'ai toujours été paranoïaque avec l'argent. Ça vient d'une enfance pauvre. Alors, quand Amanda a commencé à faire des retraits mystérieux et à parler d'investissement avec Jake, j'ai dû faire preuve de créativité. J'avais remplacé la moitié de notre argent d'urgence par les plus beaux faux billets que vous ayez jamais vus. Pas parce que je comptais les dépenser. Non, ça, c'est le territoire de la prison fédérale. Mais parce que j'avais le sentiment qu'Amanda pourrait tenter quelque chose de stupide, et je voulais être prêt. Les faux billets étaient si bien faits qu'ils passeraient une inspection occasionnelle. Mais dès que quelqu'un essaierait de les déposer ou de les passer à travers une vérification sérieuse, ils s'allumeraient comme un sapin de Noël. Appelez ça une blague qui a du mordant. Mon téléphone a vibré avec un texto de Phil, mon patron à l'usine. Réunion du conseil déplacée à 14 heures. Porte la bonne cravate. J'ai ri malgré mon humeur. Phil était un Coca-Cola de la vieille école. Il avait gravi les échelons de chauffeur-livreur à superviseur régional en 30 ans. Il savait que je ne possédais que 2 cravates, et la bonne était celle qui n'avait pas de tache. L'usine d'embouteillage était mon sanctuaire. Le cliquetis rythmé des machines,
le sifflement de la carbonatation, l'odeur sucrée du sirop se mélangeant à l'eau. C'était un travail honnête qui produisait quelque chose que les gens voulaient vraiment, pas comme le mystérieux empire du bien-être de Jake ou l'intérêt soudain d'Amanda pour le conseil. « Harry, on dirait que quelqu'un a pissé dans ton coca », dit Phil quand j'entrai dans son bureau. « Tout va bien à la maison ?» Phil était l'une des rares personnes qui savaient que la famille d'Amanda méprisait mon travail. Il l'avait clairement fait savoir à chaque réunion de famille, leur fille avait épousé un homme d'un rang inférieur. « Juste la félicité domestique habituelle, dis-je. C'est quoi cette réunion du conseil ? Des mesures de réduction des coûts. Ils veulent rationaliser les opérations, peut-être consolider certains postes. » Le visage buriné de Phil était sombre. « Ne t'inquiète pas, ton poste est sûr. Tu es le meilleur directeur d'usine que nous ayons eu depuis des années, mais garde les oreilles ouvertes. » La réunion était le non-sens corporatif typique, des costumes d'Atlanta parlant d'optimiser l'efficacité et de maximiser la valeur pour les actionnaires. J'ai assisté à 2 heures de présentation PowerPoint pendant que mon téléphone vibrait avec des textos de plus en plus frénétiques d'Amanda. « Il faut qu'on parle quand tu rentres. C'est important. Où es-tu ? » Quand je suis arrivé dans notre allée à 18h30, la BMW d'Amanda n'était plus là. Tyler jouait au basket dans l'allée et Jenny était assise sur les marches du perron avec un livre. « Où est maman ? » ai-je demandé. Tyler fit rebondir le ballon violemment contre la porte du garage. Elle est partie il y a environ 1 heure, a fait 2 valises, et n'arrêtait pas de regarder son téléphone. Elle a dit qu'elle appellerait plus tard. Jenny leva les yeux de son livre. Quelque chose sur des sorciers et des dragons. Elle pleurait, papa. Mais pas des pleurs de tristesse, des pleurs d'excitation. Les enfants, ils voient tout. À l'intérieur, j'ai trouvé le coffre-fort grand ouvert comme une bouche béante, vide. Chaque billet avait disparu, ainsi que le passeport et les bijoux d'Amanda. Mais elle avait laissé les documents importants, certificat de naissance, police d'assurance, l'acte de propriété de la maison. Soit elle était pressée, soit elle ne prévoyait pas de disparaître pour toujours. Mon téléphone a sonné avec un texto qui m'a glacé le sang et m'a fait sourire en même temps. J'ai vidé le coffre, je repars à 0 avec Jake. N'essaie pas de nous trouver. C'est pour le mieux, Amanda. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai répondu. Profite bien du fric. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est qu'elle venait de voler 30 000 $ en billets magnifiques, parfaits, et complètement sans valeur. Jake Sanderson, gourou du bien-être et beau parleur, était sur le point de recevoir une leçon très coûteuse sur la confiance. Je suis monté à l'étage pour vérifier le placard d'Amanda. La moitié de ses vêtements avait disparu, ainsi que ses sacs à main coûteux et les boucles d'oreilles en diamant que sa mère lui avait offertes pour notre 10e anniversaire. Elle avait laissé derrière elle son alliance, posée sur le comptoir de la salle de bain comme une accusation. Papa. Tyler apparut dans l'embrasure de la porte, Jenny juste derrière lui. Est-ce que maman va revenir ? J'ai regardé mes enfants. Tyler essayant de jouer les durs mais clairement effrayé. Jenny serrant son livre comme un bouclier. J'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine. Pas seulement de la colère, mais une froide détermination. Je ne sais pas, mon grand, mais quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Tyler hocha la tête, mais je pouvais voir le doute dans ses yeux. Jenny se contenta de serrer ma jambe plus fort. On peut commander une pizza ? Demanda-t-elle d'une petite voix. Absolument. Extra fromage, pepperoni, et ces petits piments que tu aimes. Alors que je commandais la pizza, je planifiais déjà mes prochains mouvements. Amanda se croyait si maline, s'enfuyant avec son gigolo et les économies de notre vie. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle avait réellement pris, ni de ce qui l'attendait. Mais elle était sur le point de le découvrir. Le lendemain matin apporta 2 choses, une gueule de bois due à la bouteille de bourbon que j'avais partagée avec mes pensées la nuit précédente, et un appel de Michel qui a tout changé. Harry. Oh mon Dieu. Harry, il faut que tu saches ce qui se passe. La voix de Michel était empâtée, paniquée. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Je préparais du café dans ma cuisine étrangement silencieuse. Les enfants étaient déjà partis à l'école. De quoi tu parles, Michel ? L'argent. Amanda et Jake. Ils ont fait n'importe quoi hier soir. Ils ont écumé 3 casinos différents. On payait des verres à tout le monde.
Jake jetait des billets de 100 comme des confettis. Amanda n'arrêtait pas de rire en disant qu'elle s'était enfin libérée de sa vie ennuyeuse. Ma main se crispa sur le téléphone. Combien ont-ils dépensé? Tout, Harry. Jusqu'au dernier dollar. Mais ce n'est pas le pire. La voix de Michel baissa jusqu'à un murmure. Jake a des relations, tu sais, pas du genre légal. Il parlait de blanchir de l'argent à travers ses centres de bien-être, en utilisant le fonds en fiducie d'Amanda comme capital de départ pour une sorte d'opération de jeu, j'ai failli rire. Presque. Où sont-ils maintenant? Aux Pentouzes. L'appartement de Jake en ville. Harry, je crois qu'ils ont de vrais ennuis. Des types en costume sont venus au casino vers minuit, posant des questions sur les billets qu'Amanda utilisait. Ils ressemblaient à des agents fédéraux. Des agents fédéraux? Mes beaux faux billets avaient fait exactement ce que j'espérais. Michel, il faut que tu m'écoutes attentivement. Tu dois prendre tes distances avec cette situation, tout de suite. Ne réponds plus aux appels d'Amanda. Ne va pas à ce Penthouse. Et si quelqu'un te demande, tu ne sais rien de leur argent. Mais Harry. Pas de mais. Fais-moi confiance. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat, David Chen, un type vif qui m'avait aidé à rédiger mon testament et à gérer quelques litiges contractuels avec des fournisseurs. David, j'ai besoin d'un conseil. Hypothétiquement, si quelqu'un me volait de l'argent et qu'il s'avérait que c'était de la fausse monnaie, quel genre de problème juridique aurait-il? Il y eut une pause. Harry, s'il te plaît, dis-moi que c'est vraiment hypothétique. Disons simplement que je crois qu'il faut être préparé à toutes les éventualités. Eh bien, hypothétiquement, utiliser de la fausse monnaie est un crime fédéral. C'est le secret service qui s'occupe de ces affaires, et il ne rigole pas. Si quelqu'un a utilisé de faux billets sans le savoir, il pourrait bénéficier d'une certaine clémence. Mais s'il y a des preuves d'intention ou s'ils sont impliqués dans d'autres activités criminelles. Il siffla doucement. On parle de plusieurs années de prison fédérale. Et la personne qui avait les faux billets à l'origine? S'ils peuvent prouver qu'ils ont été victimes d'un vol et qu'ils ne savaient pas que les billets étaient faux, ils seraient probablement innocentés. Mais Harry, si tu as de la fausse monnaie, tu dois la remettre immédiatement. Bien sûr. Merci, David. J'ai raccroché, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des mois. Amanda m'avait volé, avait abandonné nos enfants et s'était enfuie avec un criminel. Maintenant, elle allait apprendre que les actes ont des conséquences. Mon téléphone a sonné. Amanda. Harry, il faut qu'on parle. Sa voix était tendue, effrayée. Vraiment? Parce que ton texto d'hier semblait plutôt définitif. Il y a eu un malentendu à propos de l'argent. Une partie pourrait être problématique. Problématique comment? Juste. Peux-tu me retrouver quelque part? Un terrain neutre. Je t'expliquerai tout. J'ai failli dire oui. J'ai failli retomber dans le schéma habituel de réparer les dégâts d'Amanda et de la protéger des conséquences de ses choix. Puis j'ai pensé au visage de Tyler la nuit dernière. À la façon dont Jenny s'était accrochée à ma jambe. Non, Amanda. Tu as fait ton choix. Fais face aux conséquences. Harry, s'il te plaît. Jake dit que si on ne peut pas régler ça, on va tous les deux en prison. Alors tu ferais mieux d'espérer que Jake est aussi intelligent qu'il le pense. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou de routine, travail, aller chercher les enfants, aider aux devoirs, préparer le dîner. J'étais en train de border Jenny quand Tyler est apparu dans l'embrasure de la porte. Papa, il y a des types dehors dans une voiture noire. J'ai regardé par la fenêtre de Jenny et je les ai vus. 2 hommes en costumes sombres assis dans une berline banalisée de l'autre côté de la rue. Des agents fédéraux, exactement comme Michel les avait décrits. Reste avec ta sœur, ai-je dit à Tyler. N'ouvre la porte à personne d'autre que moi. La sonnette a retenti alors que j'atteignais le salon. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai vérifié mon apparence dans le miroir du couloir et j'ai ouvert la porte. Monsieur Ellis, je suis l'agent Rodriguez. Voici l'agent Martinez, du secret service. Nous aimerions vous poser quelques questions sur de la monnaie qui a été utilisée dans plusieurs établissements la nuit dernière. Je les ai fait entrer, leur ai offert du café, agissant comme un citoyen concerné, parce que c'est exactement ce que j'étais.
Nous croyons comprendre que votre femme a dépensé de l'argent de vos comptes domestiques, dit l'agent Rodriguez, s'installant dans mon canapé comme s'il était chez lui. Pouvez-vous nous parler de l'argent que vous gardiez dans votre coffre-fort? Un fonds d'urgence. Environ 30 000 $ en diverses coupures. Je le gardais pour la tranquillité d'esprit, vous savez, en cas de catastrophe naturelle ou de faillite bancaire. Quand avez-vous vu cet argent pour la dernière fois? Hier matin, avant le travail. Quand je suis rentré à la maison, le coffre était vide et ma femme était partie. L'agent Martinez se pencha en avant. Monsieur Ellis, certains des billets que votre femme a utilisés hier soir étaient des faux. De très haute qualité, mais définitivement faux. J'ai laissé mon visage exprimer le choc, la confusion, puis la colère. Vous êtes en train de me dire que ma femme a volé de la fausse monnaie de notre coffre? Comment est-ce possible? C'est ce que nous essayons de comprendre. Avez-vous une idée d'où cet argent pourrait provenir? J'ai réfléchi, jouant le rôle du mari confus. Amanda s'occupe de la plupart de nos finances. Elle vient d'une famille riche. Ses parents lui donnent toujours de l'argent en cadeau, des avances sur héritage, ce genre de choses. J'ai juste supposé que tout était légitime. Les agents ont échangé un regard. Nous aurons besoin de parler à votre femme. Bonne chance avec ça. Elle est errée dans un pantouse avec son petit ami, dépensant mon argent et ruinant apparemment mon crédit. J'ai laissé une véritable amertume s'infiltrer dans ma voix. Si elle est mêlée à quelque chose d'illégal, c'est son problème. J'essaie juste de m'occuper de mes enfants. Ils ont posé quelques questions supplémentaires, ont pris mes coordonnées et sont partis. Par la fenêtre, je les ai regardés s'éloigner, se dirigeant probablement droit vers le pantouse de Jake. Tyler est descendu après leur départ. C'étaient des flics? Des agents fédéraux. Ta mère s'est mise dans le pétrin. Est-ce qu'elle va rentrer? J'ai regardé mon fils. Trop intelligent pour son propre bien. Assez âgé pour comprendre que notre famille était en train de s'effondrer. Je ne pense pas, mon grand. Mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Il hocha la tête, digérant l'information. Papa, j'ai entendu maman au téléphone la semaine dernière. Elle parlait à quelqu'un de prendre de l'argent de ton entreprise. Quelque chose pour montrer à ton patron qu'on ne pouvait pas te faire confiance. Un frisson me parcourut. Qu'est-ce que tu as entendu exactement? Elle a dit que si elle pouvait faire croire que tu volais au travail, elle pourrait obtenir un meilleur accord de divorce. Que son avocat avait dit que ça aiderait pour la garde. Amanda n'avait pas seulement volé notre argent d'urgence et s'était enfuie avec Jake. Elle avait prévu de détruire ma carrière, ma réputation, tout ce pour quoi j'avais travaillé. Les faux billets n'allaient pas seulement se retourner contre elle. Ils avaient peut-être sauvé ma vie entière. J'ai serré Tyler fort dans mes bras. Merci de me l'avoir dit. C'était très courageux. On va s'en sortir, papa? J'ai pensé à Amanda et Jake, probablement assis dans ce pantouse en ce moment même, pendant que des agents fédéraux martelaient à la porte. J'ai pensé à l'expression d'Amanda quand elle réaliserait ce qu'elle avait réellement volé. J'ai pensé à ses parents devant sortir leur précieuse fille de prison fédérale. Oui, fiston. On va très bien s'en sortir. L'appel est arrivé à 6 heures du matin, 3 jours plus tard. Amanda, en sanglots. Harry, s'il te plaît. Je suis à la prison du comté. Jake est en détention fédérale et j'ai besoin d'argent pour la caution. J'étais déjà réveillé, en train de faire du café et de consulter les nouvelles sur mon téléphone. L'histoire était enfouie en page 3 de la section locale, un homme d'affaires local arrêté dans le cadre d'une enquête sur la contrefaçon. L'empire du bien-être de Jake était apparemment une façade pour du blanchiment d'argent, et les faux billets avaient mené les enquêteurs directement à son opération. Combien, demandai-je, bien que je n'eusse aucune intention de l'aider. 50 000. Mes parents ne répondent pas à mes appels et mon avocat dit que si je ne peux pas payer la caution, je serai coincé ici pendant des mois en attendant le procès. Peut-être aurais-tu dû y penser avant de vider notre coffre-fort. Harry, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur, mais je suis toujours la mère de tes enfants. C'était la mauvaise chose à dire. Vraiment? Parce que quand Tyler avait besoin d'aide pour son projet de science et que Jenny voulait que quelqu'un lui lise une histoire avant de dormir, où étais-tu? Ah, oui. En train de planifier ta grande évasion avec ton petit ami criminel. Ça ne devait pas se passer comme ça. Jake a dit qu'il avait tout sous contrôle.
Jake est un escroc et complètement dépendant des pilules, Amanda. La moitié de la ville le sait. La seule personne qui ne le savait pas, c'était toi. Je pouvais l'entendre pleurer et, un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Les enfants ont besoin de leur mère, murmura-t-elle. Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin d'un parent qui les fait passer en premier au lieu de courir après la prochaine chose excitante. Je veux les voir. Parlant à ton avocat pour les visites. Si tu sors. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé David Chen. Je dois demander la garde d'urgence, lui dis-je. Et je veux entamer une procédure de divorce immédiatement. Harry, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai mis au courant des arrestations, de l'enquête fédérale, de l'appel d'Amanda. David siffla doucement. Ça change tout. Avec Amanda face à des accusations fédérales, obtenir la garde exclusive ne devrait pas être difficile. Mais es-tu sûr de vouloir aller si vite? David, ma femme a volé les économies de notre vie, a abandonné nos enfants et s'est impliquée avec des criminels. À quel point devrais-je ralentir? Compris. J'aurai les papiers prêts pour cet après-midi. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions juridiques, d'apparitions au tribunal et de tentatives pour maintenir la vie des enfants aussi normale que possible. Amanda a finalement payé sa caution. Ses parents ont fini par céder et ont hypothéqué leur maison. Mais le mal était fait. L'audience pour la garde fut presque une formalité. Amanda est arrivée, les yeux cernés et l'air désespéré, ses vêtements coûteux froissés, ses cheveux sales. Son avocat, un commis d'office qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, a présenté un argument peu convaincant sur la folie passagère et l'importance des liens maternels. La juge Patricia Williams n'a pas mordu à l'hameçon. Madame Ellis, vous avez abandonné vos enfants pour poursuivre une relation avec un homme qui fait maintenant face à des accusations fédérales de blanchiment d'argent et de contrefaçon. Vous avez volé les fonds d'urgence de votre famille et les avez dépensés en jeux d'argent et en alcool. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi je devrais vous autoriser un accès non supervisé à ces enfants? La voix d'Amanda était à peine un murmure. J'ai fait des erreurs, mais j'aime mes enfants. L'amour ne suffit pas, Madame Ellis. Les enfants ont besoin de stabilité, de sécurité et de parents qui font passer leur bien-être en premier. La juge Williams la regarda par-dessus ses lunettes. J'accorde la garde exclusive temporaire à Monsieur Ellis, avec des visites supervisées pour vous en attendant la résolution de votre affaire pénale. Amanda s'effondra sur sa chaise, en sanglots. Ses parents, assis au fond, semblaient avoir vieilli de 10 ans en un mois. À la sortie du tribunal, la mère d'Amanda m'a coincé. Tout ça, c'est de ta faute, siffla Patricia Bailey. Si tu avais été un meilleur mari, un meilleur pourvoyeur, Amanda n'aurait jamais regardé ailleurs. J'ai fixé cette femme qui avait passé 15 ans à me faire comprendre que je n'étais pas assez bien pour sa fille. Madame Bailey, votre fille a volé 30 000 $ et s'est enfuie avec un criminel, mais d'une manière ou d'une autre, c'est de ma faute? Amanda était malheureuse. Elle avait besoin de plus que ce que tu pouvais lui offrir. Ce dont elle avait besoin, c'était de grandir et de prendre la responsabilité de ses choix. Au lieu de ça, vous et votre mari avez passé 20 ans à lui dire qu'elle était spéciale et qu'elle méritait que tout lui soit servi sur un plateau d'argent. Le visage de Patricia devint rouge. Comment osez-vous? Osez quoi? Dire la vérité? Votre fille risque la prison fédérale parce qu'elle pensait pouvoir prendre tout ce qu'elle voulait sans conséquence. Ce n'est pas ma faute. C'est la vôtre. Je me suis éloigné, la laissant bredouiller sur les marches du tribunal. Tyler attendait dans la voiture, ayant insisté pour venir à l'audience. Comment ça s'est passé, papa? On a gagné. Toi et Jenny restez avec moi. Il hocha la tête, essayant d'avoir l'air mature, mais je pouvais voir le soulagement dans ses yeux. Est-ce que maman va aller en prison? Je ne sais pas. Peut-être, probablement. Bien, dit-il doucement, puis il parut choqué par ses propres mots. Est-ce que c'est terrible d'être content que sa propre mère aille peut-être en prison? Je le pris dans mes bras. Tyler, ta mère a fait des choix qui ont blessé notre famille. C'est normal d'être en colère à ce sujet. C'est normal de vouloir qu'elle fasse face aux conséquences. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Elles le seront. Différentes d'avant, mais normales. Cette nuit-là, après que Jenny se soit endormie et que Tyler ait fait ses devoirs, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert une bouteille de bière.
Sur mon bureau se trouvait un dossier rempli de documents juridiques, ordonnances de garde, papiers de divorce, relevés financiers. Amanda avait essayé de détruire notre famille pour un fantasme et, au lieu de cela, elle avait tout perdu. Mon téléphone a vibré avec un texto de Michel. J'ai entendu parler de l'audience pour la garde. Je suis désolé pour tout. Amanda reste avec moi jusqu'à son procès. Elle ne va pas bien. J'ai répondu. Ce n'est plus mon problème. Mais même en envoyant le message, j'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas vraiment de la culpabilité, mais peut-être de la tristesse pour ce que nous avions tous perdu. Amanda et moi avions été heureux, un jour. Du moins, c'est ce que je pensais. Nous avions construit une vie ensemble, eu des enfants ensemble, fait des projets pour l'avenir. Maintenant, elle faisait face à des accusations fédérales. Ses parents avaient hypothéqué leur maison pour payer ses frais de justice, et nos enfants demandaient pourquoi maman ne les aimait pas assez pour rester. Les faux billets avaient mieux fonctionné que je ne l'aurais jamais imaginé. Amanda n'avait pas seulement volé du papier sans valeur, elle avait volé son propre avenir. Mon ordinateur a sonné avec un email de Phil. Réunion du conseil demain. Bonne nouvelle à partager. J'ai fermé le dossier juridique et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Quoi que demain apporte, Tyler, Jenny et moi y ferions face ensemble. Amanda avait fait son choix. Maintenant, elle pouvait vivre avec. La réunion du conseil le lendemain matin a été tout ce que Phil avait promis. Non seulement mon poste était sûr, mais il me promouvait superviseur régional, l'ancien poste de Phil. Il prenait enfin sa retraite pour pêcher et gâter ses petits-enfants. Félicitations, Harry, dit Janet Morrison, la vice-présidente régionale. Votre usine a les meilleurs taux d'efficacité du Sud-Est, et vos scores de fidélité d'équipe sont hors normes. Cette promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire de 40% et d'une voiture de fonction. J'ai serré des mains autour de la table de conférence, acceptant les félicitations de cadres qui n'avaient jamais pris la peine d'apprendre mon nom auparavant. L'ironie ne m'a pas échappé. Le jour même où je divorçais d'une femme qui pensait que je n'arriverais jamais à rien, j'obtenais la plus grande promotion de ma carrière. Il y a juste une chose, ajouta Janet alors que la réunion se terminait. La promotion implique quelques déplacements. Vous superviserez 6 usines dans 3 États. Est-ce que ce sera un problème avec votre situation familiale? En fait, c'est le moment parfait, dis-je. Mes enfants et moi pourrions bien avoir besoin d'un nouveau départ. En rentrant chez moi dans ma nouvelle voiture de fonction, un Chevrolet Tahoe argenté qui valait plus que la BMW d'Amanda, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, un optimisme sincère quant à l'avenir. Tyler et Jenny attendaient sur le porche quand je me suis garé. Jenny a couru vers la voiture, les yeux écarquillés. Papa, elle est à nous? C'est la mienne, du travail. J'ai eu une promotion aujourd'hui. Tyler siffla d'admiration. Elle est bien plus cool que la voiture de maman. Nous avons célébré avec un dîner au steakhouse chic du centre-ville, celui qu'Amanda avait toujours dit être trop cher pour un mardi soir. Tyler a commandé le plus gros steak du menu. Jenny a eu des crevettes plus grosses que son poing, et j'ai pris le meilleur bourbon qu'ils avaient. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette promotion, demanda Tyler, coupant son steak avec la concentration d'un chirurgien. Plus d'argent, plus de responsabilités, et on va pouvoir voyager un peu. Je superviserai des usines dans le Tennessee, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud aussi. Est-ce qu'on va déménager? Jenny avait l'air inquiète. Finalement, probablement. Est-ce que ça vous dérangerait? Les enfants ont échangé un regard. Tyler a parlé le premier. Papa, je peux être honnête? J'aimerais bien aller quelque part où les gens ne savent pas pour maman et tout ce qui s'est passé. Jenny hocha la tête avec emphase. Les enfants à l'école n'arrêtent pas de demander où est maman et pourquoi elle n'est plus aux événements de l'école. C'est embarrassant. Mon cœur s'est un peu brisé. 9 ans et elle faisait déjà face aux retombées sociales des choix de sa mère. On verra quelles opportunités se présentent, ai-je promis. Mais où que nous allions, nous y allons ensemble. Les mois suivants se sont installés dans une routine confortable. Je me suis jeté à corps perdu dans mon nouveau travail, voyageant entre les usines, mettant en œuvre des améliorations d'efficacité, établissant des relations avec ma nouvelle équipe. Les enfants se sont épanouis avec la stabilité. Les notes de Tyler se sont considérablement améliorées, et Jenny a rejoint le programme de lecture avancée de l'école. Le procès d'Amanda était prévu pour l'automne.
Selon David, elle risquait de 3 à 5 ans de prison fédérale, bien que son avocat poussait pour un accord de plaidé coupable qui pourrait réduire la peine à 18 mois plus une mise à l'épreuve. Elle veut voir les enfants, m'a dit David lors d'un de nos points réguliers. Son avocat pense que ça pourrait aider pour la sentence si elle peut montrer qu'elle maintient des relations familiales. Absolument pas, dis-je. Elle a eu des droits de visite supervisés pendant 6 mois et ne les a pas utilisés une seule fois. Elle ne va pas jouer la carte de la mère dévouée maintenant. Harry, je dois vous conseiller qu'un refus total d'accès pourrait se retourner contre vous. Les tribunaux n'aiment pas quand un parent coupe complètement les ponts avec l'autre. Très bien. Elle peut les voir sous supervision au tribunal de la famille. 2 heures une fois par mois avec un travailleur social présent, et seulement si elle est sobre et clean depuis au moins 30 jours. David hocha la tête. C'est raisonnable. Je vais rédiger les termes. Amanda n'a jamais accepté notre offre. Selon Michel, qui m'envoyait toujours des nouvelles malgré mon manque d'intérêt, Amanda buvait beaucoup et était retournée vivre chez ses parents après avoir été expulsée de son appartement. La maison des Bellay était en cours de saisie. Ils avaient contracté une hypothèque pour payer la caution et les frais de justice d'Amanda, et la galerie d'art de Patricia avait fermé après que leurs amis riches se soient distanciés du scandale familial. Richard Bellay, qui avait passé des années à me faire la leçon sur la responsabilité financière, travaillait comme vendeur dans un magasin de meubles. J'aurais dû avoir pitié d'eux. Au lieu de cela, j'ai ressenti une froide satisfaction que justice soit faite. C'est Tyler qui a abordé le sujet de la vengeance. Nous travaillons sur son projet de science, le volcan qui avait été interrompu par le départ d'Amanda des mois plus tôt. Alors que nous mélangions du vinaigre et du bicarbonate de soude pour l'éruption, il a levé vers moi ses yeux trop sages. Papa, est-ce que tu vas un jour te venger de maman pour ce qu'elle a fait? J'ai arrêté de remuer le mélange. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, elle nous a vraiment fait du mal. Elle t'a fait du mal. Elle m'a fait du mal, à moi et à Jenny. Elle a fait du mal à Mamie et Pépé Bellay, même s'ils sont un peu nuls. Et on dirait qu'elle va juste aller en prison et c'est tout. Tyler, ta mère fait face à des accusations fédérales. Elle a perdu sa famille, sa maison, sa réputation. Quelle punition de plus penses-tu qu'elle ait besoin? Il y réfléchit sérieusement. Je ne sais pas. On dirait juste qu'elle devrait vraiment comprendre ce qu'elle nous a fait. Comme si la prison, c'était juste être assis dans une pièce, mais elle devrait se sentir aussi mal qu'elle nous a fait nous sentir. La vérité sort de la bouche des enfants. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis dans mon bureau et j'y ai vraiment réfléchi pour la première fois. Amanda allait en prison, oui, mais elle sortirait dans quelques années. Elle reconstruirait sa vie, écrirait peut-être un livre sur son parcours et les leçons apprises. Elle trouverait un moyen de se faire passer pour la victime dans l'histoire. Pendant ce temps, Tyler voyait un conseiller pour gérer ses problèmes d'abandon. Jenny faisait des cauchemars où je disparaissais aussi. Notre famille avait été brisée par l'égoïsme d'Amanda, et elle s'en sortait avec une simple tape sur les doigts et 3 repas par jour. Peut-être que Tyler avait raison. Peut-être qu'Amanda avait besoin de vraiment comprendre les conséquences de ses choix. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Au matin, j'avais un plan. Le plan a mis 3 mois à être exécuté, et il était magnifique dans sa simplicité. D'abord, j'ai engagé une détective privée, une ancienne policière nommée Sarah Kim, spécialisée dans les crimes financiers. Son travail était de fouiller dans les affaires de Jake et de découvrir jusqu'où allait l'opération de blanchiment d'argent. Ce qu'elle a trouvé était encore mieux que ce que j'avais espéré. Jake ne se contentait pas de blanchir de l'argent via ses centres de bien-être. Il dirigeait une opération de fraude à grande échelle, vendant de fausses opportunités d'investissement à de riches retraités. Les faux billets avaient été le moindre de ses crimes. Plus important encore, Sarah a découvert qu'Amanda n'avait pas été seulement une victime de la manipulation de Jake. Elle avait été une participante active, utilisant ses relations de fonds en fiducie pour amener de nouvelles cibles aux arnaques de Jake. Ma femme ne m'avait pas seulement trompé et volé notre argent. Elle avait monté des arnaques. Harry, cette information pourrait avoir un impact significatif sur sa sentence, a dit David quand je lui ai montré le rapport de Sarah. Si les procureurs étaient au courant de sa participation active au schéma de fraude. Ils le sauront, dis-je, mais pas directement de moi. La deuxième étape était élégante. J'ai demandé à Sarah de regrouper toutes les preuves dans un tuyau anonyme au FBI, avec des relevés bancaires,
des appels téléphoniques enregistrés et des témoignages des victimes de GEC. Le tuyau était intraçable, mais dévastateur. L'accord de plaider coupable d'Amanda s'est évaporé du jour au lendemain. Au lieu de 18 mois, elle risquait maintenant de 10 à 15 ans de prison fédérale. Mais ce n'était pas assez. La troisième étape était personnelle. J'ai attendu la semaine précédant la nouvelle date du procès d'Amanda, puis j'ai appelé Patricia Bailey. Madame Bailey, c'est Harry. Je pense que nous devrions parler. Je n'ai rien à vous dire, dit-elle, mais je pouvais entendre l'épuisement dans sa voix. L'année écoulée l'avait brisée. C'est à propos du fonds de défense d'Amanda. J'ai des informations qui pourraient aider son cas. Cela a attiré son attention. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un café du centre-ville, en terrain neutre. Patricia semblait avoir vieilli d'une décennie. Ses cheveux parfaitement coiffés étaient gris aux racines. Ses vêtements coûteux étaient froissés. Et elle avait le regard vide de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des mois. « Quelles informations ?» demanda-t-elle sans préambule. J'ai glissé un dossier sur la table. Des relevés bancaires montrant qu'Amanda planifiait cela depuis plus d'1 an. Elle avait déplacé de l'argent de nos comptes joints, ouvert des cartes de crédit secrètes, et même falsifié ma signature sur des demandes de prêt. Patricia ouvrit le dossier, son visage pâlissant à chaque page. « Où avez-vous eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? » Le fait est qu'Amanda n'a pas seulement fait une erreur ou été entraînée dans les combines de GEC. Elle prévoyait de me détruire financièrement et de prendre les enfants. L'histoire de la contrefaçon n'était que la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi me montrez-vous ça? Je me suis adossé à ma chaise, étudiant cette femme qui m'avait traité comme de la saleté pendant 15 ans. Parce que je veux que vous compreniez quelque chose, Madame Bailey. Votre fille ne m'a pas seulement trahi. Elle vous a trahi aussi. Cet argent qu'elle a volé de notre coffre, elle prévoyait de l'utiliser pour disparaître avec GEC et vous laisser payer la note pour ses frais de justice. Les mains de Patricia tremblaient alors qu'elle fermait le dossier. Vous mentez. Vérifiez les dates sur ses relevés bancaires. Amanda a commencé à déplacer de l'argent le lendemain de la première retraite de bien-être de GEC à Miami. Elle nous a tous manipulés. Je me suis levé pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et Madame Bailey, cet avocat coûteux que vous avez engagé pour Amanda? C'est GEC qui l'a recommandé. Vous devriez peut-être vous demander pourquoi un blanchisseur d'argent recommanderait un avocat de la défense spécifique. Je l'ai laissé assise là, fixant le dossier comme s'il contenait sa condamnation à mort. La dernière étape fut la plus satisfaisante. Le procès d'Amanda fut un cirque médiatique. L'histoire avait tout, des riches mondains, des crimes fédéraux, une trahison familiale, et un escroc qui avait dépouillé des retraités de leurs économies. J'ai fait en sorte d'être au tribunal tous les jours, assis au premier rang avec Tyler et Jenny à mes côtés. Amanda avait l'air terrible. L'année de stress, d'alcool et de problèmes juridiques avait laissé des traces. Elle avait perdu du poids, sa peau était cireuse, et ses cheveux étaient mous et sans vie. Mais c'est le regard dans ses yeux qui m'a le plus satisfait. La prise de conscience progressive qu'elle était complètement, absolument seule. Ses parents n'étaient pas là. Son avocat était un commis d'office après que le couteau se soit mystérieusement retiré de l'affaire. Michel avait déménagé en Californie pour échapper au scandale. Même GEC avait passé un accord avec les procureurs et témoigné contre elle. Quand le verdict est tombé coupable sur tous les chefs d'accusation, Amanda s'est effondrée alors que l'huissier l'emmenait, menotté. Elle m'a regardé une dernière fois. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux. La compréhension que ce n'était pas seulement de la malchance ou de mauvais choix qui la rattrapait. C'était la justice. Soigneusement planifiée et parfaitement exécutée. À la sortie du tribunal, les journalistes ont essayé de m'interviewer. Je leur ai donné exactement ce qu'ils voulaient. Je suis juste content que mes enfants et moi puissions enfin tourner la page, ai-je dit, Tyler et Jenny à mes côtés. Amanda a fait ses choix et maintenant elle doit vivre avec les conséquences. Nous lui souhaitons bonne chance, mais notre objectif est de construire un avenir positif ensemble. Le parfait mari endeuillé protégeant ses enfants des crimes de leur mère. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis dans mon bureau avec un verre de bourbon et la couverture médiatique du procès. Amanda purgerait 12 ans dans une prison fédérale. Ses parents avaient perdu leur maison et leur statut social. GEC était en détention préventive, s'étant fait tellement d'ennemis que la population carcérale générale serait une condamnation à mort. Mon téléphone a sonné. Michel,
depuis la Californie. Harry, je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais je devais appeler. Ce que tu as fait à Amanda. C'était brillant. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allons. Le tuyau anonyme qui a détruit son accord de plaider coupable, les preuves qui ont poussé l'avocat de ses parents à abandonner l'affaire. Tu as tout orchestré. J'ai pris une gorgée de bourbon, sans rien dire. Elle le méritait, a poursuivi Michel. Ce qu'elle prévoyait de te faire, aux enfants. J'ai entendu certains de ses appels, Harry. Elle allait détruire ta carrière. Prendre les enfants et disparaître avec Jake. Tu l'as juste devancée. Amanda s'est détruite toute seule, Michel. Je me suis juste assuré que la vérité éclate. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que Tyler et Jenny ont de la chance de t'avoir. Amanda ne les a jamais mérités. Après qu'elle ait raccroché, je suis monté vérifier les enfants. Tyler lisait sous ses couvertures avec une lampe de poche, et Jenny dormait paisiblement, entourée de peluches. C'étaient mes enfants, en sécurité et heureux, et libérés du chaos qu'Amanda avait apporté dans leur vie. Quoi que j'ai fait pour assurer cette sécurité, ça en valait la peine. Le lendemain matin apporta une nouvelle qui rendit tout parfait. David a appelé pendant que je préparais le petit déjeuner. Harry, tu ne vas pas le croire. Amanda essaie de faire appel de sa sentence, affirmant qu'elle a été contrainte et manipulée par Jake. Mais voici la beauté de la chose. L'accusation a des preuves qu'elle était en fait le cerveau derrière plusieurs des arnaques. Jake n'était que la façade. J'ai failli rire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son appel ne mènera nulle part et qu'il pourrait même ajouter d'autres chefs d'accusation. Elle pourrait maintenant risquer 20 ans. 20 ans. Tyler aurait 34 ans quand Amanda sortirait. Jenny en aurait 29. Ils seraient des adultes avec leur propre vie et famille, complètement libérés de son influence. Il y a autre chose, continua David. Le fisc s'en prend à ses parents pour évasion fiscale liée à l'argent qu'ils ont donné à Amanda. Apparemment, ces cadeaux étaient en fait structurés pour éviter les droits de succession. Ils pourraient tout perdre. Parfait. Absolument parfait. J'ai raccroché et je me suis retourné pour trouver Tyler debout dans l'embrasure de la cuisine, toujours en pyjama. Bonne nouvelle, papa. Très bonne nouvelle. L'appel de ta mère a été rejeté et nous sommes officiellement libres de commencer notre nouvelle vie. Il a souri. Le premier sourire sincèrement heureux que je voyais de lui depuis plus d'1 an. Alors, on peut déménager en Caroline du Nord comme tu en parlais. On peut faire tout ce qu'on veut, fiston. Le monde nous est ouvert. Jenny est entrée dans la cuisine en sautillant, les cheveux en bataille. On mange des pancakes? On mange tout ce que tu veux, ma puce. Aujourd'hui, c'est la fête. Alors que je mélangeais la pâte à pancakes et que j'écoutais mes enfants planifier leur journée, j'ai réfléchi à l'année écoulée. Amanda avait essayé de détruire notre famille pour un fantasme. Et au lieu de cela, elle m'avait donné tout ce que j'avais toujours voulu, la garde exclusive de mes enfants, une carrière réussie et la satisfaction de voir la justice rendue. Les faux billets n'avaient été que le début. Tout ce qui a suivi l'enquête, les preuves, le timing parfait des révélations avait été soigneusement orchestré pour s'assurer qu'Amanda fasse face à toutes les conséquences de ses choix. Elle voulait de l'excitation, du danger et de l'argent facile. Au lieu de cela, elle a eu 20 ans de prison fédérale et la certitude d'avoir perdu tout ce qui comptait pour un escroc qui l'avait vendu à la première occasion. Tyler avait raison. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle nous avait fait. Maintenant, elle avait 20 ans pour y réfléchir. J'ai retourné les pancakes et j'ai souri, en pensant à notre nouvelle maison en Caroline du Nord, aux nouvelles écoles des enfants et à la vie que nous allions construire ensemble. Une vie libérée du chaos et de l'égoïsme d'Amanda. Une vie où les actes avaient des conséquences et où la justice était servie avec une touche de vengeance parfaitement gazéifiée.